Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir pour ce nouveau numéro de votre émission Leitmotiv. Encore plus aujourd'hui parce que votre émission fête son premier anniversaire. Nous vous remercions de votre fidélité et surtout de tous les messages de félicitations que vous nous envoyez à travers les réseaux sociaux. Au sommaire de cette émission, le grand format présenté par Bibi. Mais avant, notre invité de ce jour est un homme qui a un parcours atypique. Il fait partie de la génération dorée qui a connu la Côte d'Ivoire dans les années 80, de brillantes études, une réussite fulgurante dans la communication et un poste de maire qu'il occupe depuis 15 ans. Monsieur Danho Paulin-Claude, bonsoir. Bonsoir et joyeux anniversaire pour votre émission. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je le disais dans mon introduction, vous êtes un enfant d'Atekoubé, vous y avez grandi. En 1980, vous avez votre bac C avec mention. Faisant partie des meilleurs de votre promotion, vous êtes ensuite orienté à l'école d'ingénieur. Racontez-nous un peu votre cursus scolaire. Je suis effectivement un enfant d'Atekoubé, viscéralement attaché à cette commune qui est mon village aussi. J'ai fait l'école primaire à Atekoubé, ensuite le collège CG Harris à Djamé. Et ayant été coopté parmi les meilleurs à cette époque, je suis donc allé à Yamoussoukro, lycée scientifique de Yamoussoukro. Comme vous l'avez noté, j'y ai fait mon bac scientifique avant d'arriver à l'université. Donc c'est un parcours qui part donc d'Abidjan. Oui. D'Abidjan. À l'époque, il n'y avait pas de collège à Atekoubé, donc c'était à Djamé. Et ensuite, nous sommes allés parmi les meilleurs cooptés à l'époque, parce que le président Félix Houphouët-Boigny voulait créer une école d'excellence. Nous sommes retrouvés au lycée scientifique, dans la 3e promotion, le lycée scientifique de Yamoussoukro. Et c'est là que nous avons eu le bac scientifique en ce qui me concerne, le bac C, avant de venir à l'université pour faire la filière de préparation à l'école d'ingénieur. Donc j'ai fait d'abord les premières années de maths et de physique. Ensuite j'ai fait la licence de physique et une maîtrise en électronique avant d'aller sur titre à l'école d'ingénieur, continuer en France. Vos études se passent très bien. Vous tapez dans l'œil d'une très grande entreprise américaine qui vous fera une offre qu'on ne refuse pas. Et pourtant, vous ferez tout pour revenir au pays. Racontez-nous. Oui, j'ai eu l'opportunité donc d'aller faire mon diplôme d'ingénieur en E2A, en électronique, en électromécanique et en automatique, avec une option particulière en automatique et informatique industrielle. À l'issue de cette formation, il faut faire un stage d'application. J'ai postulé pour ne pas rester en laboratoire parce que je ne voulais pas faire d'enseignement. J'ai postulé pour entrer dans une entreprise privée américaine qui m'a retenu, GTA, dans sa branche Lighting. Donc je suis rentré dans la branche Lighting de GTA à Rouen, dans la banlieue de Rouen, à Barentin, à l'usine. Et je travaillais sur un concept nouveau à l'époque. C'est comment réduire en matière de production par l'automatisation des chaînes de production en impliquant la vision assistée par ordinateur à partir des capteurs des ordinateurs et à partir de l'image réelle, réduire les rébus sur les chaînes de production. C'était une expérience formidable qui m'a permis donc d'optimiser tous les process de production pour le compte de GTA Lighting. C'est l'entreprise qui fabrique les tubes fluorescents Sylvania. Pendant combien d'années vous faites ça? Je l'ai fait pendant mon stage de 6 mois. Et ensuite, compte tenu du succès de ce projet, j'ai dû faire 6 mois supplémentaires pour conduire ce projet à son terme, rédiger les cahiers des charges et mettre en place les premiers outils de mesure d'efficacité dans l'entreprise. C'est à cela que l'offre m'a été faite de rester pour poursuivre ma carrière dans cette entreprise où s'ouvrait pour moi le vaste champ d'une carrière professionnelle en devenir. Oui. Alors, mais j'ai été, comme je l'ai dit, je suis viscéralement attaché à mon pays. Et quand j'ai vu tous mes amis de ma promotion qui ont fini leurs études avec moi et qui rentraient pour prendre fonction en Côte d'Ivoire, j'ai eu un pincement au cœur et j'ai donc commencé à faire des entretiens pour basculer au pays, comme on dit.
Et voilà, donc cette offre qui m'avait été faite de rester pour poursuivre en usine l'optimisation des chaînes de production, je l'ai vu miroiter, mais je n'ai pas mordu à la maison, tout simplement parce que j'avais un appel d'air du pays. Et c'est cet appel d'air qui m'a amené à faire des entretiens, beaucoup de tests, vers des entreprises opérant en Afrique. Et j'ai obtenu donc à Paris 2 entretiens concluants pour Alibert, une entreprise qui était installée en Côte d'Ivoire, qui travaillait dans le domaine plastique. Et j'avais aussi des sentiments que je pouvais m'intégrer dans la sphère de l'informatique avant de rentrer au pays. Donc en rentrant au pays, j'avais des opportunités qui se dessinaient pour moi. Et donc j'ai donc recruté dans l'entreprise avant de partir, parce que j'ai gardé de très bons liens avec l'équipe dirigeante, le directeur général d'ailleurs, M. Rabaron. Qui ne voulait pas vous laisser partir. Il ne voulait pas me laisser partir. Il a tout fait. Il est même venu en Côte d'Ivoire pour s'impliquer dans ma vie, pour voir comment j'allais évoluer. Donc c'est quelqu'un qui ne voulait pas me laisser partir. Il m'a fait toutes les bonnes propositions qu'on pouvait faire à quelqu'un qui apporte à l'entreprise. Alors, comme vous le disiez, vos amis promotionnaires retournent au pays. Vous faites tout pour ne pas rester en France. Vous passez des tests pour un poste à Abidjan, mais avant de partir, on vous demande de trouver un jeune que vous allez donc former qui pourra vous remplacer. Parce que sans vous, je pense que ça faisait quand même un grand trou dans la société. En fait, l'entreprise, ayant travaillé sur un projet novateur qui concernait la vision assistée par ordinateur, ayant été formé aussi bien en électronique, mais aussi en informatique industrielle, j'étais donc mieux préparé pour automatiser les chaînes de production. Donc, ce faisant, mon directeur, ayant vu ma capacité à rédiger et à conduire le projet, m'a demandé de faire la réflexion et la sélection. La réflexion et la sélection parmi les étudiants issus de mon école qui pourraient donc, par leur profil, conduire ce projet à terme. Alors, vous laissez ce jeune sur place dans cette usine, vous rentrez donc au pays, mais malheureusement pour vous, on vous rappelle. Non, pas malheureusement pour moi. Non, parce que vous ne vouliez pas retourner. En fait, moi, je suis rentré au pays et j'ai eu l'opportunité. C'est une grande chance d'ailleurs. Je suis rentré au pays et 4-6 mois après, j'ai été rappelé. J'ai été donc appelé par... j'avais l'opportunité de rentrer chez Alibert à l'époque. Et en attendant la rentrée pour faire les tests complémentaires, j'ai été appelé par l'entreprise Bull. Bull qui m'a appelé sur la base donc des entretiens que j'avais effectués et de mon dossier. J'ai été donc appelé par l'entreprise Bull pour être dans la promotion des ingénieurs technico-commerciaux en formation en France. D'accord. Donc j'ai été coopté ici avec un autre ami pour aller faire cette formation spécifique en France. Donc finalement, je suis rentré, mais je repars pour revenir dans mon pays. Ce n'est pas la même chose. Je suis recruté par Bull. Je suis donc salarié ivoirien et donc mis en mission de formation et d'imprégnation dans la société mère. Donc vous avez un double salaire? Alors, bien sûr, parce qu'en étant à Abidjan, j'avais mon salaire que je ne touchais pas. Et arrivé en France, en imprégnation, on avait quasiment le double du salaire que nous avions en Côte d'Ivoire, ce qui nous a mis, pour les jeunes salariés, parfaitement à l'aise. Mais figurez-vous que, parti pour faire la formation d'ingénieur technico-commercial, après cette formation qui a duré 6 mois avec des retours au pays, on me propose de rester en France, mais cette fois-ci pour faire, poursuivre des projets, un projet spécifique qui intéressait l'entreprise concernant l'informatisation de la Banque centrale. Donc je suis obligé donc de rester encore, mais là, avec un statut très intéressant, parce que je perçois mon salaire à Abidjan et j'ai un nouveau salaire en France. C'est fantastique. Fantastique. Alors, et avec une flexibilité de mon programme qui me permet de venir au pays quand je voulais. Vous avez quel âge à peu près à cette époque? Écoutez, je parle des années 87. Ouais. Donc nous sommes les enfants des indépendances. Donc comprenez que nous avions à peine 27 ans, 27-28 ans. Donc c'était vraiment la période à la fois pour se former, pour avoir des ressources et pour se lancer dans la vie. Et je peux dire que de ce point de vue, ma foi en l'Éternel ne m'a pas trahi. Et que le Seigneur a été sur mon chemin pour ouvrir des chemins inespérés.
C'est pour dire qu'il faut demeurer à la fois dans l'espérance, oui, mais aussi être au travail. Être au travail et penser qu'on peut venir dans Tekoubé, comme c'était mon cas, faire des écoles, l'école à Djamé, aller au lycée scientifique de Yamoussoukro, revenir à l'université d'Abidjan, et puis aller faire une formation d'ingénieur et tomber dans une entreprise américaine, ensuite une entreprise française, me donne l'opportunité de renforcer mes capacités, d'avoir un champ inestimable de connaissances parce qu'il s'agit de l'informatique. Imaginez-vous l'informatique qui est aujourd'hui banalisée, on parle aujourd'hui de l'informatique comme un outil incontournable. L'analphabète de demain, celui qui ne maîtrisait pas l'informatique, mais figurez que nous y étions plongés déjà dans les années 87-86. Plongés dans ce qui est devenu aujourd'hui la micro-informatique et l'Internet. Tout à fait. L'Internet d'aujourd'hui. Donc nous avons été très tôt plongés dedans. C'est une formidable opportunité pour moi. Et après donc ce cumul d'expérience, à la fois de technico-commercial, d'ingénieur d'affaires, je rentre au pays pour être opérationnel à Bulle, Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, le grand format présenté par Bibi. Bonsoir Corinne, bonsoir à tous nos téléspectateurs de Leitmotiv. Aujourd'hui, pour le grand format de cette semaine, nous sommes à la CGECI où se tient un atelier de recadrage du code d'investissement organisé par le CPC, le Centre de promotion et d'investissement en Côte d'Ivoire. Cet atelier regroupe des entrepreneurs, des représentants d'établissements financiers et bien évidemment des partenaires au développement. Vous voulez en savoir plus? Allez, suivez-moi. Chers amis, mesdames et messieurs, il m'est particulièrement agréable de vous souhaiter à toutes et à tous, au nom du président du conseil de gestion du CPC, la bienvenue à cet atelier de recadrage et de validation des propositions relatives à la disposition, aux dispositions réglementaires du Code des investissements. Les différentes réformes structurelles et institutionnelles réalisées par les autorités ivoiriennes qui ont hissé la Côte d'Ivoire pour la deuxième année consécutive au rang des 10 meilleurs pays réformateurs au monde, nous confortent dans notre conviction que ce pays dispose d'un environnement des affaires en constante amélioration. Toutefois, dans un environnement de compétition et de constante mutation, il nous appartient de faire la veille stratégique, d'être innovants afin d'améliorer ces bels outils de promotion de l'investissement privé. Aussi, depuis la mise en œuvre de ce code des investissements en septembre 2012, le CPC a agréé 347 projets d'investissement, cumulant un montant de 1090 milliards et créant 12 828 emplois. Excellences, mesdames et messieurs, la suite de cette cérémonie d'ouverture, les experts se répartiront en 3 commissions et leurs travaux s'attireront autour des thèmes suivants. Commission 1, interprétation et mise en application du code. Commission 2, conditions et bénéfices du Code des investissements et commission 3, Code des investissements et développement économique, quelle adéquation? Quand on prend les conseils régionaux, moi je suis ministre de l'environnement, mais aller à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, l'État n'est pas présentable. Moi je fais ma sécurité environnementale et tout, mais une fois par mois on balaye les pays. C'est ça. C'est grave. On attend les tournées présidentielles brésiliennes pour arranger les choses. Donc, les mairies, les conseils régionaux ont un rôle très important à jouer. Ce n'est pas le gouvernement seulement. Qu'est-ce qu'ils font pour que ces zones B et C là attirent les gens? Je pense que dans les propositions, on pourrait aussi s'étendre un peu sur les questions environnementales. Si on doit mettre en place des unités ou bien des investissements, quelles sont les dispositions qu'on pourrait prendre pour des entreprises qui respecteraient
l'environnement dans ce cadre. Donc, si je comprends bien la problématique que vous évoquez, qui rejoint autrement ce que vous développez comme piste de solution, qui rejoint quelque chose qui avait été dit précédemment, à savoir les avantages comparatifs des régions, arriver à établir ce que ces régions-là ont, ce qu'elles offrent, et puis avoir une politique d'incitation fiscale qui soit véritablement ciblée. En fait, c'est ça. Est-ce qu'il y a des mesures prises afin de pouvoir sensibiliser ces opérateurs économiques et même ces investisseurs étrangers ou nationaux par rapport aux décisions prises dans cet atelier? Très bien. Je voudrais d'abord, au nom du directeur général du CPC, vous remercier de l'opportunité que vous m'offrez. Nous sommes effectivement un atelier pour justement essayer de revoir le code d'investissement qui est en place donc par la volonté du gouvernement et qui accompagne le développement qui est voulu par le gouvernement et le chef de l'État. Et donc, bien évidemment, c'est un travail qui est fait dans un but unique de pouvoir accompagner le développement et surtout d'en informer ses acteurs principaux, notamment ceux qui sont des entrepreneurs, des investisseurs, soit accomplis ou même en herbe. Si on valide cette proposition, laquelle sur la réécriture? Parce que je vois qu'en article 43 ici, on veut l'aligner à l'article 43 de l'ordonnance, je pense. Ça sera similaire. Parce que l'article 43 ici, il est assez simpliste, il est assez simple. Le régime d'agrément à l'investissement s'applique à tout le secteur d'activité à l'exception, etc. Alors, nous sommes à la croisée des chemins où nous avons, pendant 5 ans, posé les bases de l'émergence 2020. Il était important qu'à ce stade où on est en train d'évaluer le plan national de développement lui-même et rebâtir notre plan pour la période 2016-2020, il est important que les outils qui contribuent donc à l'investissement privé national puissent être aussi revisités. Et c'est l'objet aujourd'hui de réunir les experts pour qu'on revisite ce code et qu'on voie ce qui peut permettre son amélioration, son efficacité sur le terrain et surtout sa compétitivité parce que nous sommes dans un monde où il y a la compétition des économies. Bon, aujourd'hui, nous avons créé le cadre institutionnel et administratif pour permettre effectivement en 24 heures de créer son entreprise. Aujourd'hui, nous envisageons dans les mois à venir d'offrir donc à ces jeunes et à toute la population ivoirienne la possibilité de créer son entreprise en ligne. Je crois que c'est un challenge et sur l'instruction de son excellence Monsieur le Premier ministre que nous sommes en train de pouvoir relever. Mais au-delà de la création d'entreprise, c'est même cet engagement, je veux dire, du gouvernement d'aller à la dématérialisation des processus administratifs. Voilà Corinne, c'est ici que s'arrête notre grand format. Comme vous l'avez constaté, tout est fait pour que nos téléspectateurs qui nous suivent ou qui rêvent d'entreprendre une activité puissent trouver réponse à leurs questions. Alors, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau grand format. De retour avec notre invité, Monsieur Danho Paulin, maire d'Atekoubé, avec qui nous retraçons son parcours riche d'expérience et d'engagement. Alors, vous revenez au pays en tant qu'ingénieur commercial, mais au bout de 5 ans, vous n'avancez pas dans la hiérarchie et c'est là que vous vient l'idée de créer une société avec vos amis et vous finissez par démissionner en 1993 pour prendre la direction de la première radio commerciale du pays. C'est toute une histoire. Ce n'est pas qu'on n'avance pas, seulement c'est que dans la vie, à chaque étape de la vie correspond à un combat, une vision. Avec des amis, nous créons concomitamment à nos professions, à nos différentes fonctions dans l'entreprise privée, nous disons qu'il nous faut aussi nous essayer à l'entrepreneuriat. Donc, nous créons, en même temps que nous sommes opérationnels dans nos entreprises respectives. Certains sont dans la banque, d'autres sont experts comptables, d'autres dans la communication, moi-même ingénieur chez Bull, mais nous décidons de mettre ensemble nos énergies, nos intelligences pour créer des activités génératrices de revenus. Et cela fait son parcours, son bonhomme de chemin. Mais entre-temps, l'histoire va nous marquer profondément. Parce que vous avez bien indiqué qu'en 93. 93, c'est le tournant de la vie sociale et économique dans notre pays, et même politique. Oui. Le père de la nation nous quitte. Et en même temps qu'il nous quitte, mon meilleur ami, avec qui j'ai passé l'essentiel de ma vision, avec qui nous avons créé Cogito, nous quitte. Paix à son âme, Adama Sanogo. Et ça a été un choc pour moi. J'ai compris que tout ce que nous faisions sur
la vie, dans la vie, tout ce que nous faisons comme projet n'était que vanité. Et donc, je décide, après ce choc, de faire la rupture, de faire le saut dans le néant. Je décide donc de quitter une situation de salarié très confortable, comme je vous l'ai indiqué, depuis 87, 88. En 93, je décide donc de basculer dans le monde de l'entrepreneuriat et de l'affaire. D'abord, pour relever le défi, sauver une entreprise et je veux dire participer à la construction d'une entreprise qui a été portée sous les fonds baptismaux par un frère et qui nous a quittés. Et ensuite, je décide aussi de saisir cette opportunité pour essayer de mettre le maximum de compétences apprises au service de l'entrepreneuriat personnel. Donc, c'est un saut dans l'inconnu, c'est un saut qualitatif quand même, qui me permet à la fois d'apporter ma modeste contribution au rayonnement de cet outil, qui est devenu aujourd'hui une radio de référence qui prospère. Donc, qui prospère et qui fait notre fierté. Et je pense que en regardant prospérer cette radio et tout ce que nous y avons mis comme énergie pour les uns et les autres, je suis fier de ce que j'ai fait pour la mémoire de mon ami Adama Sanogo. Et en même temps, je décide de développer des activités personnelles. Parce que ça, c'était un challenge. Mais donc, je décide de développer des activités personnelles en me consacrant à sauver ce qu'on avait créé ensemble, qui était Cogito, mais en lui donnant une amplitude nouvelle. Je crée Convergence. Convergence DS Communication. D comme d'en haut, S comme Sanogo. Donc, j'ai développé cette affaire. Je suis allé dans tous les pays de la sous-région. Je suis allé en Afrique centrale, un peu partout. Et j'ai mis en place des concepts nouveaux de communication qui n'existaient pas encore en Afrique. Alors, parlez-nous un peu, développez un peu justement ces concepts. Mais le concept, c'était au départ d'être aux côtés des entreprises pour leur apporter des plans de communication très percutants. Nous sommes en Afrique où nous n'avons pas de moyens de métrologie, d'audience. Nous ne pouvons pas savoir, nous n'avons pas de moyens de métrologie pour les agences, pour les clients. Donc, nous avions dans notre business de Cogito à l'époque et de Convergence que j'ai amplifié, la distribution des programmes télé et la création de programmes, la création de programmes spécifiques pour nos clients. C'était donc l'activité principale de Convergence. Voilà, c'est cela. C'était la production, mais surtout la distribution de programmes de qualité pour créer l'audience. Alors nous nous sommes dit qu'il fallait aller plus loin. Il fallait aller plus loin, il fallait donc créer des prime time. Pas seulement continuer à vendre des programmes, mais créer des prime time spécifiques à l'Afrique et dans tous ces pays où nous distribuons des programmes. Ce qui m'a amené donc à sélectionner des programmes qui ont eu l'impact que vous n'imaginez pas du tout. Nous avons créé des prime time partout en Afrique et sur toutes les télés, dans toutes les chaînes. Et ça a été, pour donner quelques exemples simplement, que tout le monde a certainement retenu, ça a été le cas de Marimar, que nous avons mis à 19h30 pour créer un prime time, pour amener les téléspectateurs à domicile et faire monter aussi le taux d'audience des journaux télévisés. Donc il y avait toute une approche marketing et qui intéressait aussi nos clients, nos gros clients qui avaient besoin d'avoir des prime time. Nous avons créé progressivement des prime time en sélectionnant. Bon, les telenovelas ont eu le succès que vous connaissez. Aujourd'hui, ça continue avec d'autres types de programmes. Mais ça nous a aussi amené à faire de la production spécifique et à encourager la production ivoirienne. Je vais citer seulement quelques programmes de Ma Famille, qui a eu le succès que vous connaissez, et aussi Nafi. Donc ce sont des produits que nous avons accompagnés pour remplacer progressivement les telenovelas qui s'étaient incrustés dans le paysage audiovisuel. Mais en même temps, donner l'opportunité à nos artistes, à nos producteurs africains et à nos, j'ai failli dire, à nos frères et sœurs qui étaient dans le secteur du cinéma, d'avoir aussi une rampe de lancement. Une rampe de lancement, et Dieu merci, cette rampe de lancement a bien pris. Il nous appartient maintenant de continuer, de consolider. Et je pense qu'il appartient aux jeunes générations, j'ai failli dire, de reprendre la relève. Est-ce qu'en créant cette société de marketing et de communication, vous vous attendiez à un tel succès? Je veux dire que nous avions la conviction et la foi que ce que nous allons faire allait prospérer. Parce qu'en toute chose,
Ça, c'est important et votre émission est là aussi pour créer le leitmotiv. Il faut avoir la ferme conviction dans tout ce que nous faisons. Si vous êtes dans le domaine du cinéma, il faut croire que c'est une industrie comme toute autre. Parce que malheureusement, on avait l'impression que la culture, comme disaient certains, c'est ce qui reste quand on a tout oublié ou bien quand on n'a rien à faire. Non. L'industrie cinématographique est une industrie à part entière. L'industrie des loisirs, c'est pareil. Aujourd'hui, l'industrie des loisirs est la première industrie américaine. Et qu'est-ce que vous retenez donc de cette expérience? Mais c'est une expérience qui, d'abord, sur le plan personnel, m'a permis d'avoir les ressources, les moyens nécessaires pour mon épanouissement personnel. Ça m'a permis de donner une rampe de lancement à des artistes qui ont pu créer des productions assez intéressantes et qui continuent d'ailleurs de créer, et qui bénéficient de notre encadrement. Et puis, ce que je retiens, c'est que j'ai appris à diriger et à créer et à soutenir. Parce qu'une entreprise, c'est de créer des emplois, c'est de créer de la richesse et la partager. Et nous pensons avoir apporté modestement notre contribution à ce niveau et nous continuons à apporter notre contribution à ce niveau. Et puis bon, j'ai appris à aimer le monde des médias, le monde de la communication et aujourd'hui le monde de l'Internet, de la numérisation correspond à ce que j'ai toujours fait, l'informatique industrielle, l'informatique et la communication. Donc je me sens dans l'air du temps. Je me sens complètement dans l'air du temps et un peu comme un poisson dans l'eau. Un poisson dans l'eau. Malheureusement, le temps qui nous est imparti touche à sa fin, Monsieur le maire. Chers téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de notre émission, cette fois-ci consacrée à l'engagement citoyen de notre invité. Que Dieu nous garde.